suis un ancien journaliste de l'Express, rédacteur en chef des éditions locales de l'Express. Elles ont disparu. Il y a eu un rachat par Patrick Drahi, il y a eu 250 départs. J'ai levé la main pour partir et tenter ma chance avec Médiacité. Et donc on a imaginé un média national très ancré localement. Médiacité, qui est présent à Lille, mais aussi à Toulouse, à Nantes et à Lyon pour le moment. On a sélectionné 3 prix qui sont très orientés sur l'enquête approfondie ou l'investigation. Sophie Filippi Paoli, qui est journaliste à La Voix du Nord. J'avais rendez-vous avec une association et dans le hall de cette association, il y a une dame qui attendait. J'ai commencé à discuter avec elle et au fil de la conversation, elle m'a appris que sa fille était en Syrie depuis plusieurs mois, qu'elle n'avait plus de nouvelles. Donc j'ai discuté avec cette dame, elle a fait la une du journal le lendemain et je l'ai revue plusieurs fois et grâce à elle, j'ai rencontré une autre dame dont la fille était partie aussi en Syrie mais qui n'avait pas du tout le même profil, qui probablement combattait, ce qui est extrêmement rare là-bas. Et voilà, donc de fil de rencontre en rencontre, j'ai fini par avoir un peu tous les profils de femmes essentiellement. Donc j'ai rencontré une jeune femme qui a été condamnée par le tribunal de Béthune parce qu'elle allait commettre un attentat dans une synagogue à Marseille. Donc pareil, j'ai beaucoup discuté avec elle et là c'était assez hors norme aussi parce qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Elle a été recrutée par Internet. Enfin, tout ça pour dire que j'ai essayé d'avoir une approche la plus globale possible avec un sujet essentiellement centré sur les femmes. Donc Benjamin travaille à l'AFP, comme je vous l'ai dit. Il va nous expliquer ce que c'est que ce métier et pourquoi il en est venu à s'intéresser à la drogue, et plus exactement au trafic d'héroïne à Lille. C'est un peu le syndrome du peintre, quand on met plein de temps à le peindre et puis finalement on regarde et puis on passe à côté. De temps en temps quand on fait des enquêtes, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps, parce qu'en plus à l'AFP on a besoin comme de sources un peu officielles, c'est-à-dire que sur l'héroïne, j'avais besoin d'avoir la police, donc la sûreté urbaine de Lille. J'avais besoin quand même d'avoir la police judiciaire, une source à la police judiciaire qui, eux, est un peu au-dessus et donc connaît plus les enjeux un peu plus transnationaux, avec la Belgique, Pays-Bas. Donc ça prend beaucoup de temps pour avoir les rendez-vous, les contacts. J'avais besoin aussi d'avoir le parquet, la réponse pénale. Est-ce qu'il y a de la mollesse? Comment on fait le parquet Lille pour juger toutes ces affaires? Il y en a tellement, donc j'avais besoin d'avoir aussi le parquet. J'avais besoin d'avoir la mairie de Lille aussi, parce qu'effectivement je me mettrais un peu en accusation. Donc il fallait que j'ai Aubry ou son directeur de cabinet ou un adjoint de sécurité. Donc aussi ça, pour qu'il y ait le rendez-vous, ça prend pas mal de temps. J'avais aussi besoin d'avoir des associations qui aident ou luttent contre l'héroïne pour savoir un peu quel leur son de cloche qui, eux, étaient au quotidien avec les toxicomanes, si vous voulez. Donc, sans transition, je passe la parole à Hélène Fromanti. Hélène a préparé ce qu'on appelle dans le jargon un web doc. Nous avons décidé de présenter un reportage sur une mine du nord de la Nouvelle-Calédonie qui a la particularité d'être vraiment à 2 pas d'une tribu kanak et qui a chamboulé complètement le quotidien environ 500 personnes qui habitent vraiment à côté. Donc, on était à 2 pour faire ça, on est resté une vingtaine de jours sur place. Et donc c'est un webdoc qui a représenté plus d'1 année de travail au total pour une durée de lecture de 30 minutes. Voilà. Caroline, lauréate de la bourse. Donc explique-nous la démarche et puis surtout comment tu as travaillé et ton sujet. Et donc j'ai décidé d'entreprendre un reportage en immersion en fait sur les conversions religieuses à Roubaix. Donc effectivement on parle beaucoup des religions, des conversions vers l'islam et ça fait partie effectivement du reportage. Alors moi j'avais pas du tout de contrainte d'espace donc j'ai pu écrire effectivement et développer ces rencontres dans l'article. Mais aussi effectivement parler aussi de la communauté chrétienne du quartier des Peuls par exemple, ou parler aussi de la communauté asiatique et bouddhique de Roubaix, et parler aussi un peu de spiritualité dans les quartiers populaires en fait, c'était mon objectif. Alors on va aborder la deuxième partie, et là je vais demander à nos invités de décrire les coulisses, c'est-à-dire comment ça sort, comment on travaille. Et on n'a été que 2 à avoir accepté de signer nos papiers, ce qui moi m'était jamais arrivé. En fait, oui, c'était risqué. Enfin, là, pour le coup, tous mes collègues ont eu peur des représailles. Après, physiquement, on m'a 2-3 fois menacé à l'entrée d'immeubles pour m'empêcher de rentrer, pour m'empêcher de parler aux gens. Enfin voilà, donc c'est pas... c'est une implication, là aussi, personnelle, parce qu'on se dit, où est-ce que je m'arrête ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que si je me prends une claque maintenant,
je continue quand même. Enfin, voilà. Dans le sens où, moi, mon enquête sur l'héroïne, elle est passée, c'était très bien, on m'a félicité, mais voilà, on m'a surtout félicité quand j'ai bien couvert l'attentat du Thalys, parce que c'est là, tous les regards sont braqués sur l'AFP, puisqu'il y a tous les clients étrangers qui veulent savoir ce qui se passe, ils veulent les photos, ils veulent les vidéos, et c'est là où on a attendu. L'enquête, c'est un peu en plus, alors c'est bien, bravo, t'as fait ça, c'était intéressant, on ne connaissait pas, super. Mais c'est pas vraiment là où, entre guillemets, on va pas rentrer au tableau d'honneur grâce à ça, si je puis dire. Sur place, ça a été assez compliqué puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est un tout petit pays, les connexions internet ne sont pas forcément très bonnes, il y a comment dire, des sujets qui sont un peu touchy puisque avec la montée de l'indépendance, notre présence n'était pas forcément appréciée partout. Il a fallu convaincre l'usine en elle-même de nous recevoir. Et c'est vrai que en tant que journaliste indépendant, faire de l'enquête, c'est très compliqué. Parce que je vous enviais en fait dans des rédactions solides où vous êtes entouré avec une belle rédaction chef. C'est vrai que voilà, c'est quand même une équipe solide pour s'engager dans des projets difficiles. S'engager dans des projets difficiles, quand on est indépendant, on est tout seul, on est d'autant plus fragilisé pour essayer de effectivement sortir des choses. C'est vrai que ce soir, on parle de l'investigation au sens large du terme, c'est-à-dire ça inclut l'enquête approfondie. Nicolas Cassiaf, lui, s'est attelé à travailler sur l'investigation au sens strict du terme. Et du coup, c'est un éclairage complémentaire très intéressant. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de grandir certaines informations? On risque de se voir ensuite critiqué parce qu'on survendrait certaines infos, on se montrerait comme étant juste en quête de scoop, etc. Je renvoie à l'affaire Fillon. Quel équilibre entre, par exemple, sur les affaires politiques, entre la visibilité qu'on accorde aux affaires et le fait de ne pas réduire la politique aux seules affaires? Comment on trouve cet équilibre dans une rédaction? Et puis, enfin, tout dernier point, c'est la question du suivi. Et là, le problème se pose aussi sur le temps long. C'est-à-dire c'est bien beau de sortir une affaire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai l'impression que dans le journalisme à l'investigation, c'est beaucoup du journalisme de dénonciation, ce qui est très bien, et j'admire vraiment tout votre travail. Et je me dis que de temps en temps, de passer autant de temps, d'abord vous dormiriez mieux la nuit, et d'enquêter à fond sur des choses positives qui se passent, ça peut être une source, une autre manière de montrer ce qui se passe. C'est une question un petit peu métaphysique que je vais vous poser, mais est-ce qu'au final, il ne vaut pas mieux connaître ce qui est bon plutôt que connaître ce qui est vrai? Et est-ce que parfois, est-ce que toute vérité est vraiment bonne à dire? Et est-ce que certaines choses ne méritent pas mieux d'être tues? Quel serait le rôle à jouer d'organisations comme l'ICIJ, donc le consortium des journalistes? Quel était leur rôle dans l'avenir justement de l'investigation et du journalisme en général? Tous ceux qui occupent des positions de pouvoir et des comptes à rendre, et qui est donc des institutions qui soient chargées de les surveiller. Donc ici on parle de la presse, mais c'est aussi tout ce qui relève des institutions de contrôle, type Cour des comptes, Chambre régionale des comptes, etc. Et effectivement, à partir du moment où il y a une internationalisation des déviances, de la part de ceux, et là-dessus je suis d'accord, en principe, effectivement, d'un journaliste attaché, là, de ce point de vue-là, à surveiller les turpitudes de ceux qui ont le plus de pouvoir sur les autres, donc en l'occurrence des puissants, il faut que le journalisme aussi s'organise pour pouvoir en rendre compte et échapper aussi à l'ensemble de ces coûts qu'on a pu évoquer quand on est limité, soit à l'échelle locale, capacité de pression, soit à l'échelle nationale. L'objectif de ce soir, j'espère que vous sortirez différemment, avec une perception des choses différentes, avec l'envie de regarder ce que font les uns, les autres, que vous en parlerez, qu'on partagerez, parce qu'on a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir.